Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce jeudi, statu quo sur le front du confinement. Jean Castex vient de prendre la parole pour un point d'étape. Les règles resteront inchangées pendant au moins 2 semaines encore. Les restrictions pourraient être allégées pour les commerces à compter du 1er décembre si les chiffres de l'épidémie s'améliorent. Un deuxième coup de massue pour les 863 salariés de Bridgestone à Béthune et un revers pour le gouvernement. La direction du géant du pneu ne veut pas du plan de sauvegarde. Elle va fermer le site l'année prochaine. L'initiative des petits commerçants de Limoges. Pour tenir bon, ils ont décidé d'unir leurs forces. Ils ont créé une plateforme locale de vente en ligne, du click and collect, et ça marche. Enfin, nous prendrons la direction de l'île d'Oléron à la rencontre des ostréiculteurs, certes inquiets, mais contre vents et marées, ils savent faire pour les fêtes de fin d'année. Nous devons rester constants et cohérents. Ce sont les mots de Jean Castex à l'occasion de ce point d'étape. Pas de changement donc dans les 15 jours à venir. Le pic de l'épidémie est attendu la semaine prochaine. Les commerces pourraient rouvrir avec un protocole renforcé à compter du 1er décembre, mais pas les bars et les restaurants. Puis, un nouvel allègement est envisagé pour Noël. Astrid Mesmorian. Emmanuel Macron avait promis un bilan d'étape. 2 semaines après le début du confinement, le Premier ministre livre donc un état des lieux sanitaires de cette deuxième vague. Nous observons depuis une semaine un infléchissement du nombre de cas positifs. Nous pensons que le pic de la deuxième vague pourrait être atteint dans nos hôpitaux en début de semaine prochaine. Mais si le confinement semble produire ses premiers effets, le système hospitalier subit toujours une très forte pression. Impensable donc pour le gouvernement d'alléger le dispositif. Avec le président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Dans ces conditions, l'exécutif donne rendez-vous le 1er décembre aux commerçants qui ont dû fermer, comme les libraires ou coiffeurs, sous certaines conditions. Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé. Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport. Dans les collèges et lycées, ni assouplissement ni durcissement des mesures en vigueur, les lycées restent ouverts avec au moins 50% de présence physique. À quoi ressembleront les célébrations de Noël? L'objectif reste un Noël déconfiné. On pourra bien sûr se retrouver avec les siens, mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre. En attendant, Jean Castex a bien pris soin de préciser qu'après le 1er décembre, une attestation restera obligatoire pour chaque déplacement. Et on retrouve tout de suite Anne Bourse. Bonsoir Anne, on l'a entendu, le but c'est donc un allègement pour les commerces le 1er décembre, puis pour tout le monde pour les fêtes de Noël. Dans son exercice d'équilibriste, Jean Castex a voulu offrir un peu d'espoir aux Français, Anne. Oui, et l'équilibre est quasi impossible à trouver. Comment réussir à conjuguer des objectifs contraires entre économie et santé? Ce sont des vies qui sont en jeu. Jean Castex est apparu grave, ferme, il assume et ajoute ne pas céder à la pression. Avec ce statu quo, c'est toute une partie des acteurs économiques qui se désespèrent. Le Premier ministre a tout de même donné un calendrier, une perspective aux Français, Noël. Mais la défiance grandit, c'est l'autre enjeu pour le gouvernement. Certains ministres ne cachent plus leur inquiétude sur une éventuelle explosion sociale. D'ailleurs, Jean Castex a pris soin de préciser que l'ennemi, ce n'est pas l'État ou le gouvernement, mais bien le virus. Merci beaucoup Anne. Et malgré les rumeurs persistantes des derniers jours, les lycées vont donc rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Pourtant, dans le monde scientifique, des voix s'élèvent pour réclamer leur fermeture totale ainsi que celle des collèges afin de ralentir les contaminations. Florence Mathieu, Emmanuel Bach et Mathieu Benito. Pas de fermeture, la classe continue pour les lycéens et les collégiens. Un soulagement pour les élèves que nous avons rencontrés. Ils gardent un mauvais souvenir du premier confinement. On a déjà fait le test l'année dernière, du coup, en fin d'année, et c'est vrai qu'on a un peu perdu les pédales. À distance, c'est bien, mais ça fait pas tout, c'est pas suffisant. Tous les lycéens en cours et les adultes en télétravail dès que cela est possible, c'est une incohérence pour cet infectiologue.
À partir de 14-15 ans, ils se comportent comme des adultes, ils peuvent être contaminés et contaminants, souvent asymptomatiques, donc ils portent le virus et ils peuvent le transporter chez eux d'une manière extrêmement silencieuse, chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Les avis sont partagés. Garder les écoles ouvertes, c'est le choix qu'ont fait avant nous d'autres pays et l'épidémie ne s'est pas propagée plus rapidement. Si vous prenez l'exemple de l'Irlande, qui a fait un mode de confinement qui était un peu précurseur, dès la mi-octobre, très proche de celui qu'on a adopté, où ils ont gardé les écoles ouvertes, eh bien, ils ont eu une baisse importante quand même du nombre de cas. Selon les projections des chercheurs de l'INSERM, le maintien des cours en classe rend le confinement un peu moins efficace. Alors le jeu en vaut-il la chandelle? Oui, pour cette sociologue, afin d'éviter le décrochage scolaire. Les élèves y perdent sur le plan de la sociabilité. Avoir des camarades, c'est pas un détail. On apprend aussi parce qu'on se motive entre camarades. Et puis on sait qu'il y aura des conséquences aussi en termes d'inégalité entre élèves. Ce soir, rien ne change au sein des établissements, si ce n'est qu'1 200 000 tests rapides vont être mis à disposition des enseignants et du personnel. La fermeture des lycées qui pose la question des lieux de contamination. On en parle avec notre spécialiste, le docteur Damien Mascret. Bonsoir. Bonsoir. Où risque-t-on le plus d'attraper le virus? Eh bien justement, une étude américaine a réussi à quantifier les risques d'infection selon les endroits fréquentés. Oui, il est même à croire que le Premier ministre avait lu cette étude qui a été faite par l'université de Stanford parce que en géolocalisant 98 millions d'Américains pendant un mois, eh bien, ils se sont aperçus que parmi les lieux où il y avait le plus de risques de contamination, il y avait effectivement les bars, les restaurants, les salles de sport. Alors derrière, on avait d'autres lieux de contamination possibles, même la restauration rapide d'ailleurs, ou les rassemblements religieux. Mais par contre, on s'apercevait dans cette étude qu'il y avait 10 fois moins de risques de se contaminer, par exemple dans les commerces. Donc ça pourrait justifier une ouverture avec des mesures renforcées. Par contre, dans cette étude, il n'y avait pas les écoles ni les EHPAD. Et dans les écoles, on sait très bien qu'il peut y avoir des contaminations, mais on sait aussi qu'effectivement, même si on les laisse ouvertes, on va ralentir l'épidémie quand même, plus lentement, probablement un mois de plus, mais on ralentira quand même. Donc l'enjeu vaut la chandelle. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans l'actualité, coup de tonnerre pour les 863 salariés de Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais. La direction maintient sa décision de fermer le site en avril. Elle tourne le dos à tout plan de sauvetage, un revers pour le gouvernement qui s'était engagé à tout faire pour que l'usine ne ferme pas. Léopold Audebert et nos équipes en région. Cette fois, c'est sûr. Bridgestone à Béthune, c'est terminé. À la sortie de l'usine ce soir, les salariés ont un goût amer. Un dégoût. Puis la raison de se faire vraiment se faire voler par notre patron qui m'a dit qu'on sait ça depuis le départ et puis qui a tout prévu depuis le temps qu'il est arrivé. Donc il a fini sa mission. Une page se tourne et puis voilà, basta, c'est tout, il faut passer à autre chose. Moi personnellement, je suis dans cette optique-là. Pourtant, ce matin encore, le gouvernement discutait avec la firme japonaise. Objectif, la convaincre d'accepter son plan de sauvetage de plusieurs centaines d'emplois. En vain. Bridgestone a fermé la porte. Bridgestone quitte le site de Béthune, mais nous serons là, aux côtés des salariés, pour trouver les meilleures solutions possibles. Selon Bridgestone, le plan gouvernemental ne permettait pas de résoudre la surcapacité de production de l'usine. Pour les élus locaux, il reste un combat à mener. Ils ne vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Nous, on a une responsabilité. C'est le bras de fer avec Bridgestone pour qu'ils mettent le maximum, notamment sur le plan social et le maximum sur la revitalisation. De son côté, la firme japonaise assure qu'elle a commencé à chercher un repreneur. Il y aurait 10 opportunités, dont 4 projets déjà bien définis. Parmi les pistes de reprise évoquées, l'usine de Béthune pourrait accueillir une production de batteries électriques. Nicolas Sarkozy demande sa démise en examen dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007. Motif, la volte-face de son principal accusateur, l'homme d'affaires Ziad Takieddine, à la personnalité trouble. Cela suffira-t-il à écarter les accusations? Pas si sûr. Hugo Pufnet et Jonah Messina. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la preuve irréfutable de son innocence. Mise en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne, recel de détournement, association de malfaiteurs, il l'assure. L'information judiciaire se trouve aujourd'hui dans une impasse complète. Je demande ma démise en examen. En cause, Ziad Takieddine, l'homme par qui tout a commencé.
Depuis 2016, il accuse l'ancien président d'avoir reçu de l'argent de Mouammar Kadhafi, l'ancien dictateur libyen. Des propos martelés devant la justice et devant les médias à de nombreuses reprises. Les faits sont là. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. Mais hier, surprise, il nie et accuse les juges. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle. Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai dits. Faux, selon le parquet national financier. Ziad Takieddine a été interrogé à 6 reprises. Il n'a jamais fait la moindre observation. Alors, cette volte-face fait-elle basculer le dossier? Ziad Takieddine est en fuite au Liban, condamné à 5 ans de prison dans un autre dossier. Un intermédiaire sulfureux, l'homme a déjà changé de version dans d'autres affaires. Pour l'heure, ses déclarations à la presse n'ont pas de valeur juridique. Et surtout dans le dossier, il y a d'autres preuves mettant en cause Nicolas Sarkozy. Ce serait un non-sens que de considérer que des magistrats instructeurs se reposent exclusivement sur les déclarations d'une personne pour pouvoir mettre en examen quelqu'un. Ziad Takieddine, âgé de 70 ans, est lui-même mis en examen dans ce dossier. Ses avocats n'ont pas souhaité réagir. Cela fera 5 ans demain, jour pour jour. Une soirée de cauchemar marquée à tout jamais le pays, le Bataclan, des détonations, des cris. 130 personnes perdent la vie suite à des attaques terroristes sans précédent. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de 2 rescapés. Malgré les blessures, le traumatisme, ils ont trouvé la force de débuter une nouvelle vie, la vie d'après. Portrait croisé signé Lionel Furstein et Fabienne Blevis. Ils sont sortis du brouillard. Ils ont appris à accepter leurs blessures. Arnaud Mersman était le producteur français des Eagles of Death Metal. Depuis quelques jours, ses angoisses le reprennent. Les insomnies démarrent en général 1 semaine à 10 jours avant. On y repense. On repense surtout aux victimes, aux gens qui étaient avec moi. Il est 21h40 ce 13 novembre 2015, quand le concert de son groupe est brusquement interrompu. Arnaud est alors près du bar. Un des assaillants n'était pas encore complètement rentré dans le Bataclan et m'a vu me relever et m'a mis en joue et a tiré une rafale. Moi, je suis parti en courant dans l'autre côté. Et une des balles de la rafale m'a atteint sur le côté droit, m'a transpercé le poumon. Le producteur est gravement blessé. Son pronostic vital est engagé. Des médecins de l'hôpital militaire de Percy vont alors le sauver. Après a commencé un vrai chemin de croix, en fait, hein. On va pas se le cacher, pas tellement physique. Bon, bien sûr, ça fait mal et j'ai pris un bout de temps à m'en remettre physiquement, mais ouais, le plus dur a été vraiment la traversée du désert psychologique, on va dire, suite à cet événement. Suivi par un spécialiste, épaulé par sa compagne, Arnaud va progressivement sortir la tête de l'eau. Résister pour ne pas sombrer. Comme Pierre Cabon, ce jeune homme de 30 ans a perdu l'usage de ses jambes au Bataclan. J'ai eu un blackout après avoir été touché. J'ai pas de souvenir de ce qui a pu se passer pendant l'attaque, parce que je me suis réveillé juste après. Donc en fait, j'ai pas de traumatisme aujourd'hui psychologique, j'en ai qu'un physique. Et en fait, depuis 5 ans, on en a fait une force. Très vite, avec son épouse Myriam, ils se lancent dans ce qu'ils appellent une pulsion de vie. Une course effrénée vers l'ailleurs, en Amérique du Sud, en Océanie. Ils créent aussi l'association Wheel the World, l'aventure pour les personnes à mobilité réduite. On a beaucoup vécu à fond. Donc on a fait plein de restos, on a vu plein de copains, on dormait plus, enfin on faisait plein de trucs et tout. Et à un moment, on a eu cette envie de transmettre justement un peu de cette chance et l'axe du voyage nous est apparu comme une évidence. Après le confinement, le couple a prévu de repartir au plus vite à l'étranger. Arnaud, lui, continue de produire des grands groupes en France, même au Bataclan. Il y a une vraie envie de me reconstruire pour dire ils n'ont pas gagné, en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui me porte. Les attentats du 13 novembre ont provoqué la mort de 131 personnes, dont 90 au Bataclan. 413 ont été blessés. Conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent sur la Martinique depuis le week-end dernier, des éboulements, des chutes d'arbres et des glissements de terrain ont rendu plusieurs routes impraticables. À Sainte-Marie, 4 maisons qui menaçaient de s'effondrer ont dû être évacuées.
Regardez à présent cette image à Los Angeles. Des files d'automobilistes aux abords du plus grand stade de baseball du pays transformé en centre de dépistage. 200 000 nouveaux cas ont été enregistrés sur la seule journée de mardi aux États-Unis, actuellement confrontés à la 3e vague de l'épidémie dévastatrice. La France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020, s'alarme le Secours catholique dans son rapport annuel. Un phénomène amplifié par la crise sanitaire et les bénévoles le constatent au quotidien. De plus en plus de jeunes, d'étudiants privés de petits boulots basculent dans la précarité. À Bordeaux, 9000 repas sont distribués chaque semaine sur le campus universitaire. Marianne Buisson, David Bazier et Camille Michelin. Dès le petit matin, sur le campus de Bordeaux, la file d'attente est impressionnante. Patiemment, les uns derrière les autres, ces étudiants viennent chercher de quoi manger. Vous avez navets, carottes, bananes. C'est un complément alimentaire. Hein. Au moins, ça permet de voir venir, quoi. Voilà, mademoiselle. Je vous remercie. Plus qu'un complément, cette distribution hebdomadaire est devenue pour certains indispensable. De nombreux étudiants boursiers vivent habituellement grâce à de petits boulots, mais à cause du confinement, plus possible de travailler. J'ai fait des saisons, cet été j'ai pas trouvé, j'ai pas pu. Donc forcément pour le reste de l'année ça impacte ce qu'on peut avoir. Mon loyer fait 545 €. Après je vis avec moins de 100 € par mois. On va se contenter d'acheter des pâtes et on peut pas être surgelé vu qu'il n'y a pas de place dans nos logements étudiants. À Bordeaux, les restaurants universitaires proposent également aux boursiers des repas à emporter à seulement 1 € au lieu de 3,30 €. Peut-être faites-vous partie des 8,7 millions de Français qui l'ont téléchargé. Après l'échec de Stop Covid, la deuxième version de l'application du gouvernement, Tous Anti-Covid, semble enfin susciter l'intérêt. Un outil de traçage, oui, mais avec quelle efficacité? On fait le point avec Chloé Barbeau et Arantxa Belderin. La nouvelle application pour smartphone Tous Anti-Covid, un programme censé casser les chaînes de transmission du virus. Pourquoi vous l'avez téléchargé? J'ai voulu jouer le jeu en me disant on va prendre des bonnes initiatives, faire en sorte qu'on arrête l'épidémie, etc. Mais beaucoup la téléchargent aussi pour générer leur attestation de déplacement en un temps record. Je disais à mon mari, à chaque fois il faut remettre nom, prénom, adresse, etc. Là l'application ça garde les données initiales et en plus ça nous permet d'être avertis si on devient personne contact. Lancée le 22 octobre, l'application compte déjà plus de 8 700 000 téléchargements, alors que sa prédécesseur, Stop Covid, plafonnait à 2,7. Des chiffres encourageants, mais insuffisants pour le gouvernement. On a fixé cet objectif de 20% de la population française, c'est-à-dire 15 millions de Français à peu près, qui auront activé l'application Tous Anti-Covid quand on sortira du confinement. Pour briser les chaînes de contamination, Tous Anti-Covid détecte les téléphones des personnes que nous côtoyons à moins d'1 mètre pendant 15 minutes grâce à la technologie Bluetooth. L'application nous tient informés si nous devenons cas contact. Mais selon cet expert, Tous Anti-Covid ne peut être pleinement efficace qu'à une condition. Si vous voulez une application qui vous permet de tracer précisément les foyers de contamination, et c'est ça dont on a besoin, vous avez besoin qu'elle soit installée sur tous les smartphones disponibles dans le parc d'utilisateurs que constituent vos citoyens. Donc en fait, tous les Français et toutes les Françaises avec un smartphone devraient l'avoir si on voulait que ce soit efficace. Déjà 10 400 utilisateurs ont été alertés d'un contact avec une personne positive au Covid-19. C'est 10 fois plus qu'avec l'ancienne application. Une image plutôt inhabituelle, des écrivains qui manifestent sur la Seine. C'était cet après-midi à Paris. Une cinquantaine d'auteurs se sont rassemblés pour réclamer la réouverture des librairies. Parmi eux, Alexandre Jardin, Chloé Delhomme ou encore Sylvain Tesson, Isabelle Carré. Rideau baissé, eux aussi, plusieurs commerçants du centre-ville de Limoges ont décidé de retrousser leurs manches et d'unir leurs forces pour poursuivre leur activité. Vous allez voir comment dans ce nouveau volet de notre série On continue, consacré à tous ceux d'entre vous qui trouvent des solutions malgré tout. Gaspard de Florival et Lara Péquez. Derrière certaines vitrines fermées du centre-ville de Limoges, on peut apercevoir un peu de lumière. Malgré le confinement dans sa boutique de bien-être, Valérie Rougier ne chôme pas.
grâce à une plateforme internet mise en place par les commerçants. Miel, une huile de soin et une éponge naturelle. Aujourd'hui, pas de clients, mais des paquets à emballer par dizaines. Des paniers garnis de savons et d'huiles essentielles. Elle découvre la vente en ligne. C'est assez nouveau, surtout à un certain âge, je pense aussi. On n'est pas né avec ça, donc voilà, ça demande pas mal de réactivité. Et bon, ben on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais on y croit. Valérie Rougier a perdu plusieurs milliers d'euros depuis le début de la crise. Depuis qu'elle s'est inscrite sur la plateforme, c'est l'espoir qui renaît. C'est inespéré pour moi, pour ma petite boutique, en termes de visibilité et de rentabilité, du coup. Comme elle, une cinquantaine de commerçants sont inscrits sur ce supermarché virtuel. Commander chez eux se fait désormais en un clic. Des fleurs, des livres, des produits alimentaires, 4000 articles référencés. Les habitants ont vite adhéré au projet. Ça peut aider les commerçants à s'en sortir du fait qu'ils soient fermés. Et ça leur permet de faire aussi connaître leurs produits. C'est super intéressant, je trouve. On commande pour Noël, on commande un petit truc. On n'est pas obligé de... Mais si tout le monde joue le jeu, ça marchera. Bonjour. Déjà 2000 commandes en 2 jours, déposées à l'entrée de cet entrepôt. Ici, tout est centralisé jusqu'à l'arrivée des clients, qui récupèrent en une seule fois tous leurs articles. Imaginez un commerçant aujourd'hui qui a un fichier client, ou en tout cas une clientèle régulière qui vient de 1000 ou de 2000 personnes. Là, en l'occurrence, il va réussir à toucher l'ensemble de la population de Limoges et des environs, et de multiplier sa clientèle, et surtout avec des gens qui n'ont pas l'habitude de ce commerce en particulier. Ici, j'ai vos boîtes de biscuits. Après 2 jours d'existence, clients et commerçants sont unanimes. La plateforme doit continuer à exister, même après la crise sanitaire. Et direction à présent la Tremblade en Charente-Maritime à la rencontre des ostréiculteurs qui, eux non plus, ne baissent pas les bras. Même si le Premier ministre l'a dit, il faudra encore éviter les grands rassemblements lors des fêtes de fin d'année. Les professionnels de la filière espèrent tout de même que les huîtres resteront les reines de nos tables. Reportage Hugo Capelli et Lou Cricorian. 6 semaines avant le réveillon de Noël, c'est l'effervescence dans cette exploitation. Ici, la dizaine de salariés et les saisonniers travaillent à bonne distance, mais autant que les années précédentes, comme si le virus n'existait pas. Depuis septembre, déjà 70 tonnes d'huîtres ont été vendues à travers le monde. Alors là, vous avez des palettes destinées à la grande distribution, de ce côté. De ce côté-ci, vous avez des palettes destinées à l'export, pour la Scandinavie. L'huître de Charente-Maritime est souvent la reine des tables de fin d'année. Oh bah oui, elle est belle, hein, impeccable. Alors Dominique Favier est optimiste. La période représente plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. On attend nos prévisions de commande, mais c'est difficile pour nos clients de nous donner des prévisions parce qu'eux ne savent pas comment ils vont être confinés, qu'est-ce qui va se passer chez eux à Noël. Mais je pense qu'il y aura bon espoir. Moi, je pense que le consommateur se fera plaisir et mangera quelques huîtres. Même si la demande semble au rendez-vous, l'incertitude est bien présente dans les esprits après un début d'année difficile. Tous veulent croire à une bonne surprise ces prochaines semaines. Les gens mangeront toujours des huîtres de toute façon. Hein. Donc je pense qu'il y aura quand même la clientèle, oui. Ouais, il le faut. Quelques kilomètres plus au nord, contraste saisissant dans cette entreprise familiale. Sans activité de dégustation ni commande de la grande distribution, l'activité est au ralenti avec le reconfinement. Il faut quand même qu'on se prépare, quoi qu'il arrive, et on espère que forcément ça va bien se passer. Les marchés de Noël annulés pour la plupart, Fanny Marié a dû quitter sa tenue habituelle pour incarner son rôle de commerciale. Ces journées, elle les passe désormais devant son ordinateur pour faire connaître à ses clients son nouveau mode de fonctionnement. Je prends mon listing de clients et puis je les appelle pour leur dire qu'on sera au rendez-vous pour les fêtes, qu'on prépare, qu'on est là aussi tous les week-ends à tel endroit sur les marchés et qu'on a commencé à faire les livraisons à domicile. Les huîtres à l'heure de Noël, un enjeu économique pour la Charente-Maritime. À l'approche des fêtes, l'ostréiculture représente plus de 6000 emplois. Croquer l'actualité à la télé et dans la presse écrite avec impertinence, le dessinateur humoristique Piem s'est éteint aujourd'hui, jour de son 97e anniversaire. C'est sa participation à l'émission de Jacques Martin, le petit rapporteur dans les années 70, qui l'avait rendu célèbre. Le caricaturiste avait ensuite travaillé au Figaro, puis à La Croix. Piem était commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h05 du cinéma, un grand film, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio. Prochain rendez-vous avec l'info le 23h avec Patricia Loison sur France Info Canal 27. Je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.